comment j'apparais dans ChatGPT, comment j'apparais dans Perplexity, dans Gemini, etc., ou dans les premières interfaces augmentées. Vos concurrents ont bougé. Je suis pas cité dans les bons médias, j'existe plus. Amazon a adopté un Nextdoor. Si je suis pas indexé dans la seconde, je suis déjà hors jeu. Si j'étais un CMO, je me focaliserais sur la partie analytique. Il y a une certaine urgence à agir. Bonjour à tous, merci de nous écouter. On a chez GetFluence le sentiment en fait que l'équilibre du trafic mondial tel qu'on le connaît depuis une vingtaine d'années est en train de basculer. Personnellement, j'ai la sensation de revivre une forme d'excitation des débuts du web, où tout était possible, rien n'était vraiment établi, et pour autant, la majorité des acteurs, on va parler des marques beaucoup dans cette interview, continuent de travailler avec les règles d'hier. Aujourd'hui, j'ai la chance de te recevoir, Fabrice, donc Fabrice Canel, 28 ans chez Microsoft, pour te présenter en une seconde, il en faudrait plus, mais tu es la personne qui pilote aujourd'hui chez Bing tout ce qui touche au crawl, à l'indexation, au rafraîchissement de données en clair de Bing. Ça veut dire que tu sais un peu plus que les autres comment l'information monte dans Bing, comment elle est répertoriée, et on le sait donc maintenant aussi un peu dans le ChatGPT. Donc bonjour Fabrice, merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Je t'en prie. Euh, Ravi d'être présent pour cette interview aujourd'hui. Et oui, c'est évidemment très intéressant et l'évolution actuelle est vraiment passionnante à suivre. C'est ça. Je crois qu'on a tous les deux commencé il y a pas mal de temps, et je ne sais pas si toi aussi tu ressens cette espèce d'excitation un peu que l'ordre des choses est en train de changer, quoi. Oui, il y a des changements importants et notamment du point de vue satisfaction utilisateur. Au final, les moteurs de recherche ou les solutions AI sont là pour satisfaire les besoins des utilisateurs. Et ce qui est vraiment passionnant de mon point de vue, de mon travail, c'est vraiment travailler pour permettre aux gens de trouver l'information pertinente et de satisfaire leurs besoins de recherche. Et que ce soit Bing ou Google ou d'autres solutions actuellement sont vraiment en train d'améliorer ce qui était présent jusqu'à présent. On améliorait chaque année, mais réellement, actuellement, l'évolution est impressionnante et donc c'est vraiment intéressant du point de vue aide aux utilisateurs avec des solutions que l'on apporte, des solutions innovantes. Super. Écoute, alors pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, je suis Christian Désert, dirigeant de GetFluence. Notre mission chez GetFluence, c'est de permettre aux marques justement de développer leur influence digitale dans les médias les plus pertinents pour leur audience. Et chez GetFluence, comme dans pas mal de boîtes, depuis à peu près, chez nous, c'est arrivé à peu près octobre 2024. Certains ont commencé en juillet 2024. On a vu cette émergence. On analyse beaucoup ce qui se passe sur l'évolution du search, forcément. Bon, alors plus globalement, l'ensemble des experts SEO sont en pleine effervescence en ce moment. Chacun y va de son commentaire sur la théorie de l'évolution du SEO, de sa compréhension des moteurs génératifs, qui soient basés sur du LLM ou du search. Alors les acronymes vont bon train. On parle de GSO, de GEO, de LLMO, de AIO. Chacun avance sur ses théories. Mais j'ai le sentiment quand même que du côté des marques, on a l'impression qu'encore avec un bon site, un bon SEO, ça suffira à passer cette nouvelle étape, que c'est une énième core update des moteurs de recherche traditionnels. Alors qu'en fait, moi j'ai l'impression qu'ils sont restés au soleil à la plage, tranquilles, et qu'ils voient pas le tsunami qui est en train d'arriver, quoi. C'est-à-dire que j'ai vraiment le sentiment que ce changement, il est beaucoup plus profond que ça, et qu'il va avoir un impact beaucoup plus important. Et qu'on est déjà en fait rentré dans un monde où l'ordre du trafic mondial ou de la gestion du trafic qu'on connaît depuis une vingtaine d'années, avec une prédominance d'un acteur, est en train de basculer, est en train de changer, quoi. Donc toi, tu interviens dans beaucoup de conférences, notamment au SMX, mais aussi aux États-Unis. Tu m'en parlais un peu avant l'entretien. Tu parcours le monde aujourd'hui dans des collèges d'experts.
Aujourd'hui, j'ai envie qu'on laisse un petit peu la technique de côté. On va pas rentrer dans du très technique. On va essayer justement d'apporter, que tu nous fasses part de ton expertise, à décortiquer, vulgariser un peu cette évolution du trafic web mondial, plutôt à des fins de compréhension pour des dirigeants d'entreprise, pour des CMO. Bien sûr que on garde toujours notre cœur est toujours avec les directeurs SEO, mais quand même, on veut essayer de vulgariser un petit peu ce langage. Alors, la première partie de cette conversation, j'aimerais qu'on commence par Bing, en fait. Et beaucoup de gens pensent encore que Bing, c'est juste un moteur de recherche. En réalité, c'est déjà depuis quelques années beaucoup plus que ça, puisque c'est le moteur qui alimente ChatGPT, mais aussi Copilot et une bonne partie de ce qu'on appelle les moteurs de réponse IA. Euh, Toi qui l'as vécu de l'intérieur chez Microsoft, à quel moment vous avez compris chez Microsoft, dans les départements de Bing, que Bing allait devenir en fait un acteur central de cette nouvelle orientation du trafic dans cette bascule vers l'IA. Oui, historiquement, on a développé une solution qui est, je pense, pertinente, très pertinente pour satisfaire les besoins des utilisateurs, que ce soit les utilisateurs de Bing ou nos partenaires. Nos partenaires, c'est historiquement, c'est Yahoo, c'est Ecosia, c'est tous ces moteurs de recherche qui utilisaient Bing comme la solution de recherche pour satisfaire leurs besoins de leurs utilisateurs. Et donc, on a intégré cette relation avec beaucoup de sociétés en externe pour, euh, pour comprendre les besoins de leurs utilisateurs qui peuvent être souvent différents de ceux de Bing et satisfaire les besoins des utilisateurs à travers différentes audiences. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que les moteurs AI ont eu besoin de Bing pour satisfaire aussi leurs besoins de recherche, leurs besoins de connaissances sur l'information qui est récente. Donc, évidemment, il y a eu ce partnership avec ChatGPT, avec OpenAI, mais aussi avec pas mal d'autres, des dizaines de solutions AI sur Internet qui, au final, ont besoin de Bing pour satisfaire leurs besoins utilisateurs. Euh, et donc, dès les premiers jours, dès les premières années, on s'est vraiment intéressé non seulement à nos utilisateurs à Bing, mais aussi à satisfaire les besoins des utilisateurs des autres personnes qui utilisaient nos interfaces pour satisfaire leurs besoins utilisateurs. Alors, si tu peux nous en dire un peu plus, quelle est la nature en fait de la collaboration que vous avez avec OpenAI? Donc, en fait, OpenAI vient chercher chez vous des données ou utilise l'indexation? Comment ça fonctionne? Alors, il y a toute une partie que je ne peux absolument pas déclarer parce que c'est vraiment une information qui est réellement confidentielle du point de vue intégration. Mais au final, ce qui est important à comprendre avec les modèles LLM, c'est que quand vous développez un LLM, il faut penser à LLM, je dirais, pour moi, c'est réellement un dictionnaire. C'est un dictionnaire de données, D'accord. et c'est une chose qui est très compliquée à bâtir, qui coûte extrêmement cher, et qui en général bâtit tous les 6 mois, tous les 8 mois, 9 mois, 10 mois. Et donc, c'est le passé. C'est pas une chose que l'on bâtit réellement tous les jours, que les sociétés bâtissent, OpenAI ou autres, bâtissent tous les jours. Donc actuellement, on est au mois de mai, et dans la plupart des LLM dans le monde, qui est le président des États-Unis? C'est toujours Joe Biden. Parce que la plupart des LLM ont été bâtis, je dirais, en 2024 et certaines commencent à apparaître en 2025. Et donc le problème des LLM, le problème de ces connaissances, de cette connaissance qui est magique, c'est vraiment l'intelligence artificielle. C'est vraiment magique. Vous pouvez interroger les LLM et avoir des réponses magiques. Mais ces réponses sont des réponses du passé. C'est pas des réponses actuelles. Ils ne sauront pas que c'est Trump qui est le président des États-Unis parce que pour les LLM, c'est bâti une fois de temps en temps. Et encore une fois, c'est de l'information passée, c'est pas de l'information récente. Et donc, il bénéficie de Bing pour obtenir les dernières informations et pour valider les informations euh, que Bing sait, puisque Bing, c'est un moteur de recherche qui a
l'information qui est vraiment très très récente. On essaye d'être quelques secondes derrière tous les sites sur Internet. Et donc, ça permet de balancer, de, euh, de savoir que l'LLM va nous dire que c'est le président des États-Unis, c'est Joe Biden. Et non, Bing va nous dire c'est Donald Trump. Et donc, on va balancer cette information pour nous dire les LLM, certainement l'information a été mise à jour. Et cette information dans Bing est pertinente. Et donc, on réutilise l'information de Bing, ils utilisent l'information de Bing. Et évidemment, D'accord, c'est vraiment la fraîcheur de données, en fait, c'est ça? Pardon? Pardon, c'est vraiment la fraîcheur des données Oui, qui c'est la vient. fraîcheur et la pertinence des données. D'accord, L'information sur Internet évolue très très rapidement. Euh, ok. Évidemment pour les élections, mais aussi pour les lois, pour ce qui se passe quand vous êtes un CMO, pour les produits que vous allez réaliser. Dans vos LLM, si vous êtes un CMO, c'est bien, mais c'est l'information des produits que vous avez réalisés il y a 6 mois, il y a 10 mois, il y a 15 mois. C'est pas l'information qui est récente. Il faut comprendre aussi comment réellement marchent les moteurs de recherche. C'est-à-dire toutes ces informations qui sont disponibles sur le web, c'est très bien, mais euh, il y a des liens qui sont créés sur les pages, il y a des clics, des visites qui sont faites sur les pages, et toute cette information est agrégée et comprise par les moteurs de recherche. Mais au final, si ça n'évolue pas, si c'est encore du LLM qui est statique, dans ce cas-là, quand vous allez faire des recherches, vous allez trouver des anciennes lois, vos anciennes press releases, vos anciens produits. Et donc, il s'agit de mettre à jour l'information, idéalement dans les moteurs de recherche, pour contrôler le LLM et pour éviter que les informations qui étaient pertinentes il y a 6 mois, 15 mois, soient visibles, parce que réellement, ça ne satisfera pas les attentes des utilisateurs. D'accord. Alors, dans tous ces bouleversements, ce changement de l'ordre mondial du trafic, on commence à avoir des prédictions. Certaines études sortent, il en sort un peu tous les jours en ce moment, et certains commencent à dire qu'en fait, 25 à 30% du volume de recherche va basculer de moteurs traditionnels vers les moteurs génératifs dans l'année qui vient. C'est quelque chose que tu confirmes, que tu vois, parce que c'est tout petit aujourd'hui. Il faut se dire ce qui est. C'est aujourd'hui n'importe quel site qui peut voir le trafic d'un OpenAI. C'est encore quelques pourcents, voire des fois moins du pourcent. Mais on se rend bien compte que c'est en train de prendre de la vitesse, que ça va de plus en plus vite. Tu donnerais quelle prévision ou comment tu vois ça, toi, en termes d'évolution de pourcentage des moteurs de recherche? Donc, il y a réellement deux dimensions à comprendre si vous êtes un CMO. La première, c'est les, l'ensemble de la population sur Internet était réellement habituée aux moteurs de recherche classiques. Les gens recherchaient, il y avait des liens avec un petit peu d'advertising, et des multimédia, des images et des vidéos et autres. Et donc, ils étaient réellement habitués pour les 25-30 dernières années à avoir ces interfaces plus ou moins qui sont devenues classiques de résultats de Mhm. recherche. Mhm. Et évidemment, il y a une évolution avec l'AI. Et les gens qui sont techniques ont immédiatement compris comment utiliser un moteur de recherche, un moteur AI qui offre une interface qui est une interface de chat, qui est une interface dans laquelle on peut interagir, poser des questions, continuer une conversation avec un moteur de recherche. Et c'était réellement des choses qui sont nouvelles pour l'ensemble de la population. Donc il y a une phase de... Et c'est tout nouveau parce que Bing a lancé les premiers moteurs de recherche augmentés par AI en février 2023. Et donc ça fait uniquement réellement 2 ans. Et en 2 ans, évidemment, les gens qui sont techniques ont réellement compris et utilisé très rapidement, mais l'ensemble de la population découvre comment utiliser ces moteurs de chat, OpenAI et autres, et Copilot et autres, et commence à réellement euh, comprendre et utiliser ces moteurs de recherche. Donc il y a une phase, c'est une phase euh, de compréhension, d'apprentissage
de ces moteurs de recherche. C'est la première chose. La deuxième chose à réellement comprendre, c'est la qualité des clics. Dans un moteur de recherche classique, vous cherchez Bing à Bing et Google ou autre pour, je dirais, une requête qui est la requête YouTube, par exemple. Et le lien numéro un est youtube.com en général. Et c'est ce qu'on appelle de la navigation. C'est les gens, évidemment, ils cliquent sur ce lien. 99% des clics sont sur ce lien. Et ça satisfait l'attente des utilisateurs. Dès qu'il s'agit d'avoir des questions un peu plus techniques, un peu plus difficiles, dans lesquelles les requêtes sont un peu plus longues avec des mots, les gens ils cherchent réellement quelque chose. Et dans ce cas-là, les moteurs de recherche souvent ont des difficultés à réellement lier sur un bon lien. Ils vont réussir, on n'est pas si mauvais, on arrive à lier. Mais dans la partie AI, dans la partie chat, un bénéfice réel, c'est qu'on a plus de temps pour comprendre les besoins des utilisateurs, on comprend la session, on comprend le contexte, et donc on a des liens qui sont souvent plus pertinents que le moteur de recherche classique. Et au final, ce qui se passe, c'est que c'est le clic, il peut y avoir moins de clics, mais les clics sont beaucoup plus pertinents sur des moteurs de solutions AI que souvent des moteurs de recherche classiques. Et donc, oui, pour répondre à votre question, c'est non seulement les clics actuels peuvent être moins que le moteur de recherche, mais la valeur ajoutée des clics peut être actuellement énorme déjà, et sans doute encore plus dans le futur, puisque les gens non seulement vont comprendre que utiliser ces solutions, les solutions elles-mêmes vont augmenter en qualité de réponse, et encore une fois, la capacité de trouver les résultats qui vont bien est vraiment très impressionnante sur les moteurs de recherche, sur les solutions AI pour des requêtes qui sont complexes. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est encore une fois cette évolution où les gens vont aller vers des solutions AI, mais les moteurs de recherche résistent. C'est-à-dire les gens utilisent les moteurs de recherche, et on voit les moteurs de recherche évoluer vers des interfaces qui sont euh, occasionnellement augmentées par AI pour satisfaire les besoins des utilisateurs pour ces requêtes qui sont complexes. D'accord. Alors sur ce pourcentage, tu dis quoi? 35% du trafic sera que sur les moteurs de recherche IA dans un an ou pas? Je pense que les moteurs de recherche réellement vont continuer à progresser du point de vue nombre d'utilisateurs et nombre de clics qu'ils vont générer. Pourquoi? Parce que au final, les moteurs de recherche toujours satisfont une grande attente des utilisateurs. Quand vous cherchez pour le lien YouTube, encore une fois, pour prendre cet exemple, Ouais. vous allez sur le moteur de recherche, vous tapez YouTube, vous cliquez le lien YouTube, ça vous prend une demi-milliseconde et vous êtes content Ouais. parce que vous avez trouvé le lien. Et donc, on s'aperçoit que les moteurs de recherche AI sont en train petit à petit de se transformer par eux-mêmes. À la fois, ils conservent ce modèle de chat qui est un modèle interactif, mais on voit apparaître des solutions mixtes, des solutions où ils font du AI et de la recherche, parce qu'ils savent très bien que les moteurs de recherche sont très satisfaisants pour la moteur de recherche. Au final, toutes ces interfaces vont évoluer vers réellement comprendre les attentes des utilisateurs et satisfaire les besoins des utilisateurs. Et donc, je pense qu'il y aura des évolutions d'interface qui vont se passer, et la notion de est-ce que c'est un moteur de recherche ou c'est une solution AI, ça va devenir la même chose. Et suivant les besoins des D'accord. utilisateurs et les requêtes, on va, euh, on va sans doute afficher des. Si vous tapez YouTube, que ce soit sur les moteurs AI ou sur les moteurs de recherche actuels, vous allez avoir youtube.com. Et si vous posez une question plus complexe, je désire avoir une vidéo qui fait ceci, cela et patati et patata. Dans ce cas-là, c'est des solutions AI qui vont apparaître pour permettre de raffiner la requête.
et de permettre de satisfaire les besoins des utilisateurs. Alors justement, c'est intéressant tout ce que tu nous dis par rapport aux volumétries de clics, de trafic. Alors moi, j'ai fait un petit test et donc j'ai été taper une requête toute simple en France et j'ai demandé à ChatGPT quels sont les meilleurs assureurs en France. Et donc bon, il m'a sorti, comme on va le voir, directement, rapidement, une liste. Et en fait, quand on découvre cette liste, ben on est directement sur des marques. C'est-à-dire que ici, pas de blog SEO, pas de site de médias, pas de page optimisée. Enfin, en gros, tout un tas de choses qui se faisaient avant en SEO pour se positionner dans les moteurs. Ben, on a l'impression que ça n'existe plus. Et en fait, quand on demande des précisions, on a une réalité, c'est que OpenAI est allé lui-même sélectionner, alors lui-même ou avec Bing, mais est allé sélectionner un ensemble de sources médias auxquelles OpenAI accorde une crédibilité. En fait. Si on lui demande, d'ailleurs, il nous disait clairement sur cette recherche, ces informations proviennent de sources fiables telles que l'Argus de l'assurance, le comparateurassurance.com, opinionassurance.fr. Alors, toi, Fabrice, qui est aux manettes depuis tant d'années de ce moteur et de ce qui se passe au sein de Bing, euh, comment l'IA décide-t-elle ce qu'elle va pousser? Pourquoi ce contenu plutôt qu'un autre? Pourquoi cette source plutôt qu'une autre? C'est euh, notre but c'est de satisfaire les besoins des utilisateurs. Et donc, Ouais, il faut réellement comprendre que euh, c'est c'est la c'est l'étoile du Nord, c'est ce qu'on désire ouais, faire, c'est tous les jours, toutes les métriques sont optimisées pour satisfaire les besoins des utilisateurs. Si on a plus d'utilisateurs, évidemment, on est content parce qu'au final, on a plus de données qui nous permettent encore plus de satisfaire les besoins des utilisateurs. Et donc, tout est ok, organisé pour réellement satisfaire les besoins des utilisateurs. Ce qui veut dire que dans ta requête que tu as présentée, les interfaces, que ce soit ChatGPT ou autre, ou de Google ou Bing ou autre, sont réellement instrumentalisées pour réellement comprendre si, à la fois du point de vue euh, utilisation et du point de vue euh, jugement, où il y a des gens qui vont juger les résultats, pour savoir si ce que l'on présente aux utilisateurs est satisfaisant ou pas. Et au final, toutes ces données qui sont agrégées par site, par requête, par lien, par classe d'utilisateurs, augmentées par les commentaires des utilisateurs dans lesquels vous pouvez aller sur Bing et envoyer des commentaires pour vous dire que vous êtes satisfait, pas satisfait, nous permettent réellement de modéliser l'ensemble l'ensemble de ce que attendent les utilisateurs et de présenter des interfaces qui sont satisfaisantes et qui lient vers des liens et qui utilisent des sources qui sont réputées ou que l'on pense que les gens aiment ces sources. Si une des sources dit c'est le site qui est mauvais.com qui contient l'information euh, on- au final, on va vérifier si mauvais.com est, est bon ou pas. Et on peut se rendre compte assez rapidement que mauvais.com, oui, c'est mauvais. Et donc, on ne va plus utiliser ou moins utiliser mauvais.com. alors, dans le fait de dire il est moins bon, qu'est-ce qui va évoluer? Tu as vu, toi, à travers ces années, l'évolution entre des critères d'autorité, de confiance, de fraîcheur d'information. On a aussi l'augmentation du trafic sur les réseaux sociaux, la réputation sociale, les signaux qui peuvent être envoyés par des réseaux qui soient X, LinkedIn, je ne sais pas, tous ces réseaux. Qu'est-ce qui finalement sont les critères qui aujourd'hui, dans cette évolution vers l'IA,
sont en train de prendre le pas sur les autres? Qu'est-ce qui devient moins important en critère? Qu'est-ce qui est plus important? Euh, En vue, bien sûr, hein, j'ai bien compris sur cette satisfaction utilisateur, mais qu'est-ce qui prend du poids par rapport à tout ça? Bonne question, parce que c'est réellement la question que les SEO et les marketeurs désirent savoir pour influer réellement aujourd'hui, cet après-midi, les résultats de recherche. La réalité, c'est qu'il y a une quinzaine d'années, vingtaine d'années, j'étais capable de vous donner en 5 minutes les dizaines de critères qui permettaient D'accord. de ranker, de retrouver les informations à Bing. Et notamment, je savais que pour des types de requêtes, ce critère, je dirais par exemple le titre de la page ou le heading ou le lien était plus important qu'un autre. L'évolution technique actuelle, vous savez sans doute qu'avec LLM, les LLM jouent sur des euh, millions, des milliards de paramètres. Et donc, il faut réellement comprendre que le système actuel que l'ensemble des moteurs de recherche ont, Bing et les autres, ont ce niveau de nombre de paramètres. Et donc, savoir ce qui se passe, répondre à cette question, c'est absolument impossible du point de vue détail. On a à Bing des Bing Webmaster Guidelines, Google a des Google Guidelines aussi, qui vont, du point de vue macro-level, vous donner des idées, ce qui est important et pas important, ce qu'il faut faire et pas faire. Mais du point de vue technique, du point de vue réel, ce qui se passe pour une classe d'utilisateur, une classe de requête, le contexte actuel, et toutes ces choses-là évoluent d'un jour vers un autre jour. Donc ça évolue extrêmement rapidement. C'est du AI, c'est du model learning qui évolue tous les jours. Et donc je suis absolument incapable de répondre à cette question, si ce n'est de vous lier sur les Webmaster Guidelines. Et alors, il y a deux choses qui sont un peu fascinantes là-dedans. On a un peu l'impression que, parce que vous-même, vous utilisez de l'IA, j'imagine, à fond pour classer, orienter, trier, analyser l'ensemble des paramètres. Et en même temps, on a un peu l'impression que presque vous contrôlez même plus l'algo parce qu'il apprend tout seul, il avance tout seul et il va vers un objectif que vous lui donnez. Mais finalement, moi, si je suis un CMO d'une marque, euh, si je suis pas cité dans les bons médias de mon industrie ou qui parlent de mon écosystème, ben en fait, j'existe plus. C'est-à-dire, je vais jamais ressortir. J'aurai de plus en plus de mal à capturer du trafic moi-même. Euh, et du coup, il faut que j'arrive à me positionner par rapport à ça. C'est un peu ça que tu nous dis ou pas? Euh, oui et non. Oui, Ok. du point de vue euh, savoir ce qui va se passer réellement sur une requête actuellement, c'est complexe. Et donc, ça dépend encore une fois de cette centaine de milliards de paramètres. Et c'est réellement assez difficile pour une personne externe de comprendre réellement ce qui se passe sur une requête. Il y a tellement de paramètres, tellement de choses qui sont en jeu. Du point de vue communication de ce qu'il faut faire, du point de vue communication, du point de vue euh, Search Engine Optimization, SEO, ou du point de vue stratégie. C'est différent. Parce que au final, il y a des bases qui sont nécessaires pour vous permettre d'être visible sur les moteurs de recherche et de positionner sur les top positions. Et encore une fois, on couvre ça sur les Webmaster Guidelines. Et je vais vous donner quelques exemples. Si vous êtes un magnifique site web qui parle d'un sujet que vous considérez très important, mais vous n'êtes pas référencé. Personne ne connaît votre site web. C'est une niche. Votre famille, vous êtes très fier de votre site web. C'est peut-être le site web qui a la meilleure recette de tarte aux pommes, mettons, pour prendre cet exemple.
Très bien. Mais si personne n'est au courant de votre site web, les chances pour le moteur de recherche de retrouver ce site web, de le mettre en top position, elles sont assez limitées parce que je travaille à Bing et je n'ai pas le temps réellement de regarder votre recette et de tester si la recette est très bonne de vos tartes aux pommes. Et même le AI, il va pas commencer à cuisiner pour tester la tarte aux pommes. Donc c'est réellement J'imagine. la question, c'est être visible, avoir des liens, avoir de la visibilité pour vous permettre d'être au final, avoir une chance d'être euh, lié, d'être visible sur les moteurs de recherche. Parce que le nombre de pages sur Internet, c'est infini. La taille du web, c'est infini. Donc il y a des pages de partout, sur tout et n'importe quoi. Surtout avec les moteurs AI actuellement, les gens créent du contenu, ils copient le contenu, ils réécrivent le contenu, toutes ces choses-là, c'est très intéressant. Mais au final, c'est, il s'agit de lier sur des pages qui satisfont les utilisateurs. Donc il y a des pages euh, qui sont compréhensibles, des pages qui sont bien écrites, des pages qui vont satisfaire encore une fois l'utilisateur. Donc, il s'agit d'être lié, il s'agit d'être visible, il s'agit d'être visité, il s'agit d'être référencé pour vous permettre d'avoir une chance euh, d'exister. Et ensuite, il s'agit de satisfaire les utilisateurs. Si les personnes, si vous avez des commentaires sur votre site, sur votre tarte aux pommes, et qui vous disent attendez, vous avez mis un peu trop de sucre, il faudrait changer ça, ça permet d'optimiser les recherches. Comme ça vous permettre d'optimiser le contenu sur vos sites et de permettre de corriger le contenu, d'améliorer le contenu. Et donc les gens, ils vont être contents, ils vont passer plus de temps sur votre tarte aux pommes et donc au final, vous allez gagner par rapport aux autres sites de tarte aux pommes. Et donc il s'agit réellement de satisfaire les utilisateurs, pas forcément tenter de satisfaire les moteurs de recherche, mais toujours d'être visible et d'être découvert par les moteurs de recherche. Sinon, vous n'avez aucune chance d'être visible sur les moteurs de recherche et notamment sur les top positions. Donc plus j'aurai de liens et plus j'aurai de mentions peut-être, parce que le lien c'est peut-être pas forcément, on peut en parler, mais il y a peut-être des évolutions par rapport au lien. Et, euh, et donc en fait à chaque fois c'est vraiment être mentionné, être dans les médias, être repris par les gens. Ça va avoir un impact qui va faire que on est repéré quoi en fait. Oui, il ne s'agit pas d'avoir des liens pour des liens. Il ne s'agit pas d'avoir des Ouais. liens du point de vue euh, sur l'ensemble des sites sur Internet, dans le petit footer, dans la Ouais. navigation, il y a un lien sur votre site. Ça n'a aucun rapport avec la tarte aux pommes. Pourquoi vous mettez un lien là? Et ça, les moteurs de recherche, ils Ouais. sont capables de détecter et de détecter que oui, oui, c'est un problème. Mais si vous avez des sites d'autorité, des sites d'actualité, Le Monde, Le Figaro et autres, et les blogueurs et autres qui vont commencer à référer, oh, j'ai fait cette tarte aux pommes, elle est fantastique, c'est magique. Oh, dans ce cas-là, alors là, vous allez apparaître sur la page numéro un des résultats de recherche et vous allez migrer petit à petit vers potentiellement la première position. Donc, il s'agit D'accord. réellement d'être lié par des gens qui ont de l'autorité, par des gens, des sites de qualité et pas réellement par du volume. D'accord. Alors, les informations qui alimentent ChatGPT, venant de Bing, c'est en fait les mêmes qu'on va trouver dans Bing ou est-ce qu'il y a un peu des différences dans l'algorithme? Vous avez une version de Bing faite pour OpenAI parce qu'il a des besoins différents ou est-ce que c'est globalement la même chose? Euh, je, je ne peux pas répondre dans les détails, mais D'accord. réellement, je dirais que votre deuxième phrase sur c'est globalement la même chose et correspond à ce que OpenAI interagit avec Bing. Au final, ce que vous faites sur Bing ou sur OpenAI, Copilot et autres, vous envoyez une requête. Donc cette requête, il y a il y a un champ de requête dans lequel vous tapez votre requête, mais il y a d'autres paramètres qui vont arriver.
Si vous êtes en France, vous allez le paramètre, il va être France, et puis comme si vous êtes interfacé français, ça va être je préfère du français en France, du contenu français. C'est-à-dire, on va pas vous présenter une recette de tarte aux pommes aux États-Unis avec les données en les En données galant. en gallons et autres. Vous allez avoir le gramme et la farine et autres françaises. Et donc, ces données qui sont comprises par les moteurs de recherche, la même chose apparaît pour les solutions AI. Et ce qui est un petit peu différent pour les solutions AI, c'est que réellement cette notion de session. Donc, vous allez commencer à chercher pour recette et puis vous allez taper tarte aux pommes. Et donc, la solution AI va comprendre, OK, vous cherchez sans doute une solution de recette de tarte aux pommes. Et puis après, vous allez pouvoir sans doute désirer, attendez, j'ai ce type de pommes dans mon frigo et donc je désire avoir une recette spécifique pour ce type de pommes. Et donc, ça continue d'agréger de l'information. Et les informations qui sont envoyées sur le moteur de recherche, euh, c'est pas, euh, c'est pas la recette tarte aux pommes et l'autre champ, c'est l'ensemble de la session qui va comprendre ce que réellement vous cherchez. Et il y a des dizaines, souvent des centaines de recherches qui sont faites par ces moteurs AI, que ce soit Copilot ou ChatGPT ou autre, pour retrouver de l'information du moteur de recherche. Donc, si vous voulez, l'avantage des solutions AI dans lesquelles on a plus de temps pour retrouver de l'information, c'est que ça envoie réellement des dizaines, des centaines de requêtes sur le moteur de recherche pour retrouver de l'information et juger les résultats de recherche pour savoir réellement si euh, les résultats qui sont retournés du moteur de recherche satisfont euh, les questions des utilisateurs. Ok, merci Fabrice. On va passer sur on a effleuré un petit peu le sujet, mais la partie suivante, c'est plutôt de comprendre justement entre le web est fait de liens. Les liens, depuis tout temps, permettent de comprendre les relations qui ont, les sources, les interactions de qui parle de quoi et de qui. Euh, et on connaît l'importance qu'il a eu ces dernières années en SEO. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut imaginer qu'en fait, un contenu qui serait très cité, présent avec beaucoup de mentions, on en parle beaucoup, mais il n'y a pas forcément de lien, finalement, gagnerait lui-même en autorité et remonterait dans des informations présentes. Ou est-ce que finalement, le lien, il reste quand même un peu fort derrière, il garde une importance? Tout est important. Ce qu'il faut comprendre, c'est au final, c'est vous, votre contenu par rapport à d'autres sites, à d'autres contenus. Donc, Ok. si vous êtes un CMO et vous avez du contenu qui est un produit, genre un parfum ou autre, euh, vous n'êtes pas unique. Il y a énormément de personnes sur Internet, d'autres sites qui vont et vendent du parfum. Et donc, il s'agit de comparer ce parfum vers ce parfum. Donc, si il s'agit de cumuler l'information, de cumuler les liens, de cumuler les références, euh, plus, plus c'est pertinent. Pas forcément, encore une fois, du volume, mais de l'information qui est réellement pertinente euh, permet de différencier le résultat qui est à position 1 par rapport à position 2. Donc, pour répondre à votre question, si vous avez deux sites et un est juste du citation et l'autre aura des liens, plus de la citation, sans doute que les moteurs de recherche actuels vont privilégier, du point de vue équivalent, la personne qui est liée. Parce que lié, c'est pas seulement du lien, c'est aussi des visites. C'est des personnes qui vont visiter une page, cliquer le Bien sûr. lien pour venir sur cette page-là. Donc au final, c'est du référencement. Et ce référencement, peut-être qu'ils vont permettre euh, de mettre un autre lien quelque part
bookmark sur leur lien favori, dans d'autres pages web. Et donc, ça permet de faire une boule de neige du point de vue visibilité de ce référencement, de ces pages web. Et donc, au final, oui, tout compte et ça vous permet de différencier. Et quand vous êtes à niveau par rapport à d'autres sites, avoir un extra vous permet d'être évidemment au-dessus des autres sites. Il faut être un peu parfait partout, quoi. C'est-à-dire que le combo finalement d'un contenu extrêmement bien structuré, de qualité, dans un média crédible, là, c'est le combo gagnant, quoi. C'est ça qui va nous faire Oui, gagner de la position, enfin, de la mention au moins. Je sais pas ce que je dois dire à ce moment-là, mais ouais, c'est ça. C'est évidemment euh, pour reprendre l'exemple de YouTube, vous pouvez pas créer du contenu relatif à YouTube et penser ouais, prendre la position 1 dans les c'est moteurs de ça. recherche pour la requête YouTube. Ça, c'est Ouais. clair. Mais dès qu'il y a du contenu qui est plus, vous avez une chance, oui, avoir des liens, avoir de la visite, être référé, vous permet évidemment de vous différencier par rapport aux concurrents qui n'ont pas forcément, qui ont un contenu qui est peut-être équivalent, mais au final, ça vous donne un boost du point de vue search, mais aussi pensez réellement que le lien, ça permet d'avoir des visiteurs. C'est la personne qui va trouver dans ces autres pages un lien et cliquer le lien. Les moteurs de recherche vont le trouver, mais aussi les utilisateurs. Donc, il faut penser que pour moi, le lien, c'est juste de la publicité sur les autres sites. Et ça permet de référencer. La bonne publicité marche, évidemment. D'accord. Alors, on parle beaucoup depuis tout à l'heure de mentions de contenus qu'on imagine dans nos propos, des contenus texte en fait. Mais le web est vaste, il y a beaucoup de choses, il y a une structure de contenu qui peut être différente. Les formats enrichis, carousel, know-how, FAQ, enfin frequently asked questions, etc. Quel poids ça vaut encore quelque chose ça s'est renforcé ou pas dans cette dynamique d'IA? Tu le vois plutôt en train de grandir comme importance. On parle aussi beaucoup du GC, d'avis client. Comment tu vois ça? Il y a différentes euh, parties. Donc, la première chose, c'est euh, les carousels peuvent être des carousels sur la partie recherche ou sur votre site web lui-même. Donc, au final, encore une fois, pour répéter ce que je répète tout le temps, c'est on désire satisfaire les besoins d'utilisateurs. On désire lier sur du contenu qui est relevant, qui va satisfaire les utilisateurs. Si, vous, si on lit sur quelque chose pour prendre l'exemple de la tarte aux pommes, les gens, ils désirent avoir une tarte aux pommes. Donc, le besoin de l'utilisateur, c'est je désire faire ma tarte aux pommes et idéalement, ma tarte aux pommes doit être très bonne pour satisfaire ma famille, mes amis et autres. Et donc, il s'agit d'arriver sur une page qui est une page parlant de la tarte aux pommes, dans laquelle c'est clair comment faire la tarte aux pommes. Et donc, si vous mettez de l'information, augmentez de l'information sur cette page avec des liens, des carousels, des vidéos dans tous les sens, non, ça ne sera pas satisfaisant du point de vue utilisateur et on sera capable de détecter ça et vous ne serez pas forcément dans les résultats au sommet des résultats de recherche. Il faut comprendre par ailleurs que avec AI et avec toutes ces solutions, on est réellement capable de comprendre les pages, de comprendre ce qui se passe quand on visite une page, de comprendre que c'est une page ou ce qu'on appelle le primary content, c'est-à-dire le corps du contenu et parle de la tarte aux pommes. Et donc, il s'agit au final euh, de faire du point de vue technique, sans rentrer trop dans trop de détails, des choses qui sont réellement plus ou moins basiques pour satisfaire à la fois euh,
les utilisateurs et satisfaire les moteurs de recherche qui ont qui sont des solutions qui sont basées de plus en plus sur AI et qui, au final, euh, vont, vont rechercher des solutions qui sont comprises par les moteurs de recherche, par AI. Et donc, plus vous êtes quelque chose qui est standardisé sur des templates qui sont comprises et standardisées sur des pages on pense que ça va satisfaire des résultats de recherche, l'utilisateur. Dans ce cas-là, vous êtes plus ou moins, euh, vous allez être satisfaisant du point de vue compréhension des pages. Si vous faites une page qui est complètement, je dirais, farfelue, les moteurs de recherche et les moteurs AI vont avoir sans doute des problèmes pour dire, attendez, ça c'est un truc qu'on n'a jamais vu. Euh, Est-ce que ça va satisfaire ou pas l'utilisateur? Donc on va attendre un peu, on va peut-être préférer les autres pages où on est plus euh, où le système va comprendre que oui, ces autres pages satisferont les utilisateurs. Donc il y a peut-être un frein à l'innovation, mais au final, il s'agit de faire, encore une fois, ce qui est satisfaisant du point de vue utilisateur et d'essayer de ne pas trop pousser du point de vue technique, du point de vue interface utilisateur qui sont complexes et autres, parce que à la fois l'AI et les utilisateurs vont pas forcément comprendre ces interfaces-là. Donc en fait, une interface simple avec un contenu structuré dans du média d'autorité, ça a tout loisir de pouvoir plaire. Il faut Absolument, rester simple et structuré, quoi. D'accord. absolument. Alors, Il y a un mot sur une phrase que j'avais lancée il y a des dizaines d'années sur SEO, c'est less is more. Less is more pour SEO. C'est-à-dire, si vous faites des choses réellement basiques avec des tags qui sont réellement des tags HTML, pas trop du JavaScript dans tous les sens, pas trop des choses qui sont extrêmement complexes. Euh, Au final, pensez que les moteurs de recherche n'auront aucun problème sur ces pages-là, de comprendre le contenu. Et vos utilisateurs qui sont souvent des utilisateurs de base, c'est pas forcément l'ensemble des utilisateurs ne sont pas forcément des experts. Ils vont pas forcément comprendre qu'il faut cliquer sur le lien pour faire apparaître la page de résultats, la recette de cuisine et autres. Donc encore une fois, ce qui marche bien euh, marche. Et donc il s'agit quand vous évoluez, il ne s'agit pas de faire évoluer et d'être trop d'évoluer tout le site. Vous pouvez tester des choses. Tant ça va marcher. Mais au final, soyez un petit peu conservatif parce que ça marche très bien. ok, on va ouvrir un autre chapitre qui est justement sur cette fameuse indexation des pages. Alors, on a le sentiment qu'aujourd'hui, c'est soit être indexé, soit être oublié. Tu parles souvent d'Index Now en disant que ça reste un outil maintenant qui va être un game changer pour la partie éditeur. Et, euh, et surtout parce que Index Now, à la différence d'autres crawlers, a une possibilité, si j'ai bien compris, de pousser donc l'information. Tu peux informer toi-même en tant qu'éditeur Index Now pour lui donner l'information la plus fraîche, la plus disponible que tu souhaiterais qu'il indexe. Euh, Aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, en fait, j'existe pas ou je vais pas y arriver ou est-ce que comment ça marche ça côté d'Index Now? Vous devez quand même avoir un petit pic de croissance côté Index Now là, non, depuis quelques mois. Euh, on est très content. On Ok. vient d'annoncer hier, euh, j'ai annoncé hier avec des blog posts que Shopify, c'est 5% des sites web sur Internet à adopter Nextno. Ils vont adopter d'ici quelques semaines un Nextno. Et d'autres grosses solutions, gros sites, elles sont en train d'adopter un Nextno. Donc un Nextno actuellement, c'est 20% des nouveaux liens qui sont cliqués par les utilisateurs sur Bing et ChatGPT ailleurs, qui sont découverts par IndexNow. Qu'est-ce que c'est IndexNow? C'est une API que l'on offre qui permet aux
solutions de gestion du contenu, aux webmasters, aux personnes qui managent le contenu, de nous indiquer que le contenu a été ajouté, modifié ou enlevé sur vos sites. Et ça vous permet de contrôler l'indexation de Bing. J'ai des doctorats et autres. Je ne sais pas ce qui se passe sur vos sites. Et c'est pas avec AI que je vais savoir ce qui se passe sur vos sites au niveau seconde. Euh, oui, peut-être. Je saurais que sans doute il y aura quelque chose qui sera publié sur vos sites aujourd'hui, mais savoir à la seconde quand c'est publié, non, je ne sais pas. Et on ne le saura sans doute jamais. Et IndexNow, ça nous permet de résoudre ce problème, de savoir, vous nous dites, vous contrôlez quand vous désirez avoir le contenu indexé par Bing et les solutions qui utilisent Bing. C'est réellement une solution qui est innovante, qui est adoptée non seulement par Bing, mais par une demi-douzaine d'autres moteurs de recherche actuellement. Et ça va évoluer assez rapidement. Vous allez voir d'autres moteurs de recherche qui adoptent IndexNow. Et quand vous êtes un CMO, quand vous avez une press release, vous désirez aller vous coucher en savant que votre press release, elle a été indexée par les moteurs de recherche. Et quand vous avez une erreur orthographique dans votre press release, il s'agit d'avoir le moteur de recherche qui immédiatement fixe le problème que votre erreur est indexée et visible avec une grosse erreur sur le titre. Et donc, encore une fois, ça vous permet de vous donner le contrôle de ce qui, quand vous désirez indexer le contenu. Et donc, il y a des tas de solutions, des tas de sites web. On a plus de 60 millions de sites qui utilisent IndexNow actuellement et j'encourage l'ensemble des sites d'indexer IndexNow. Il ne s'agit pas de me contacter. Il y a de la documentation en ligne. Je cherchez pour IndexNow et vous allez savoir quand, comment utiliser IndexNow. Encore une fois, je vais reprendre l'exemple du LLM et ça vous permet de contrôler réellement l'indexation des sites, l'indexation de votre contenu. Et ce qui se passe actuellement sur Internet, c'est avec AI, avec toutes ces solutions LLM, vos concurrents sont en train, certains, pas tous, d'automatiser la création de contenu. Avec ou sans éditeurs qui vont revoir le contenu qui est audité et donc publier l'information automatiquement. Il y a des nouvelles lois qui sont créées tous les jours ou toutes les semaines, et donc ils vont parler de ces nouvelles lois. Ils vont ajouter du contenu, modifier le contenu, enlever l'ancien contenu qui peut être, encore une fois, toujours en ligne, et ça peut poser problème pour les LLM parce que l'LM, c'est le passé, ça pense que c'est les vieux contenus, c'est toujours disponible et valide. Pas forcément le cas. Donc, l'Internet est en train, pour reprendre le sujet, le début de la conversation, l'Internet est en train d'évoluer très rapidement et ça accélère énormément. Et donc, il s'agit de contrôler la création de contenu, contrôler les liens, bouger rapidement et au final, publier, contrôler ce qui est dans les moteurs de recherche. Et IndexNow, c'est la solution magique qui vous permet de vous donner le contrôle, de savoir quand vous désirez que l'on indexe ce contenu. Et donc oui, c'est Donc, important. une indexation, pardon, ouais, voilà, une indexation qui reste très importante. Et puis, on a l'impression un peu qu'avant, le temps jouait pour nous. Maintenant, il faut vraiment toujours être dans l'instant, dans la fraîcheur, dans l'immédiateté, dès qu'on veut agir sur ces moteurs. On a, et tu en parlais à l'instant, une explosion colossale du contenu généré par IA. Euh, comment vous gérez ça chez Bing? Vous les détectez, vous cherchez à les classer pour vous, qu'ils soient créés par une IA ou pas une IA, vous en fichez à partir du moment où, comme tu le dis, il apporte une valeur à l'internaute? Ou comment vous arrivez à endiguer ce flux de contenu qui doit être colossal? Ouais, le flux de contenu est réellement colossal, c'est exponentiel, ça n'arrête pas. Et Ouais, au final, c'est du triage parce que on va pas augmenter le ouais. nombre de liens sur la page de résultats de recherche sur chat.
il va toujours y avoir 10 liens ou peut-être 4 liens, mais on va pas mettre 1000 liens. Et Ouais, donc, bien sûr. le nombre de slots, le nombre de liens qui sont disponibles sont limités. Et donc, il s'agit de combien il y a de chats sur Internet ou de recettes de cuisine de tarte aux pommes? Il y en a des millions, des milliers, et ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est les 15, 20 meilleures recettes de tarte aux pommes sur Internet que les gens désirent faire. Certaines sont plus innovantes, donc peut-être milliers de recettes de tarte aux pommes, mais pas des millions. Parce que au final, ça sera la même chose. Ça sera, oui, il faut de la farine, il faut des pommes, etc., etc. Donc, euh, voilà, c'est lié vers de l'information qui est pertinente, euh, et c'est ce qui nous intéresse. Et donc, c'est tous les jours, oui, on choisit ce qui est le plus pertinent euh, pour satisfaire les requêtes à venir et pas les requêtes du passé euh, pour les utilisateurs. Mais donc, que ce contenu soit créé avec un rédacteur traditionnel humain ou par une IA, il y a en fait assez peu d'importance aujourd'hui, non? Euh, Avec les dernières évolutions LLM AI, c'est réellement impossible de différencier. Ouais, Euh, ouais, euh, J'utilise moi-même AI, LLM et les refresh et corrections et autres tous les jours. C'est ouais, J'utilisais le correcteur orthographique de Word et Outlook et autres. Et oui, j'utilise les nouvelles technologies. Et donc, bien sûr. mon contenu est augmenté par AI. Déjà, il était déjà augmenté par AI parce que AI, c'était du correcteur orthographique et c'est devenu un correcteur orthographique un meilleur que, le, que celui d'il y a 10 ans. Donc, clairement, ça n'a aucun intérêt de savoir si c'est AI ou pas AI. Ce qui est important, c'est est-ce que ça satisfait l'utilisateur? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est de l'information qui est valide? Est-ce que c'est de l'information qui est utile pour l'utilisateur ou pas? C'est réellement ce qui nous intéresse. Euh, et oui, savoir si c'est AI générative ou pas, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est savoir, encore une fois, si c'est valide, si c'est réel, si ça va satisfaire l'utilisateur. Alors aujourd'hui, j'imagine qu'il y a quand même un certain nombre de CMO sur cette planète qui sont en train de se gratter la tête devant leur board pour dire, ils répondent à la question, bon, bah, comment j'apparais dans ChatGPT, comment j'apparais dans Perplexity, dans Gemini, etc., ou dans les premières interfaces augmentées des moteurs de recherche traditionnels. Euh, alors, imaginons que je suis un CMO, j'ai compris qu'il fallait réagir, je suis au fait un petit peu de ce qui se passe, mais est-ce que tu pourrais me donner 3 actions très concrètes que je dois mettre en place dans les 30 jours pour prendre ce train en marche? Oui, la première chose, c'est d'aller sur Bing Webmaster Guidelines. C'est une chose où vous allez voir que c'est la même chose quasiment que Google Guidelines. Euh, Parce qu'au final, c'est du basique, c'est de l'information qui permet d'avoir ces blocs qui sont nécessaires pour apparaître sur les moteurs de recherche, sur les solutions AI, et avoir une chance d'être lié dans les top positions. Et donc, ça indique des stratégies à faire, que ce soit du référencement, du contenu qui est valide, des tags et autres, qui permet d'avoir je dirais, ces listes à suivre pour vous permettre d'être, au moins avoir une chance d'être visible. La deuxième chose, c'est d'utiliser des solutions comme des outils comme Bing Webmaster Tool ou Google Search Console ou autres, qui permettent d'avoir pour vos sites un peu plus d'informations pour savoir réellement ce qui se passe. Parce qu'il s'agit il y a la documentation et puis il y a la réalité. La réalité, c'est est-ce que vous êtes indexé ou pas? Est-ce qu'on peut vous
téléchargé ou pas? Est-ce qu'on comprend votre contenu ou pas? Et donc, il s'agit de visiter ces sites pour comprendre si vous êtes lié ou pas. La troisième chose qui est en partie liée, documentée, c'est réellement de vous occuper de vos utilisateurs et de satisfaire vos utilisateurs. Parce que il ne s'agit pas de satisfaire les moteurs de recherche, il s'agit de satisfaire vos utilisateurs. Si vous suivez les conseils des moteurs de recherche et les outils de moteurs de recherche et vous vous êtes, vos clients sont satisfaits, c'est la bonne recette. C'est les trois choses euh, qui vous permettent d'avoir du succès sur le long terme. Référencement, c'est aussi le référencement naturel où les gens vous disent oh, fantastique, j'ai trouvé la solution sur ce site. Et donc, les moteurs de recherche vont comprendre ouh, ça, c'est un bon lien. Les personnes indiquent que c'est un bon lien sur le site. Et donc, satisfaire l'utilisateur, il faut comprendre que les moteurs de recherche sont, encore une fois, focalisés sur la satisfaction des utilisateurs qui n'est pas forcément c'est à la fois la satisfaction des utilisateurs au travers des moteurs de recherche, mais on a d'autres données qui nous permettent de modéliser si les gens qui arrivent sur les sites sont satisfaits ou pas. Et donc, encore une fois, ces trois choses-là qui sont comprendre ce que l'on attend de vous, utiliser des outils pour vérifier si vous êtes indexé ou pas, et vous focaliser réellement sur la satisfaction des utilisateurs vous permettra d'être temps dans les top positions. Mais en fait, Fabrice, à t'écouter, je t'aurais posé la question il y a 4, 5 ans ou 10 ans. Tu m'aurais peut-être à peu près répondu la même chose, non? C'est-à-dire que quand on écoute ça, on est plutôt sur les mêmes concepts de SEO et de référencement qu'on avait par le passé. Donc, est-ce que vraiment ces moteurs d'IA, il y a quelque chose qui change par rapport à ça? Enfin, moi, j'ai vraiment le sentiment qu'aujourd'hui, bon, avant, on essayait de contrôler une position sur un mot-clé, de savoir où on était. Aujourd'hui, déjà, il y a des sociétés qui commencent à parler de prompt engineering, c'est-à-dire qu'on va générer du prompt pour pouvoir connaître une position d'une marque. On va devoir avoir 50, 100, 200 prompts, et puis après, en fonction du contexte culturel ou du persona ou de la région, ça se démultiplie encore. Et c'est assez dur de lire quand même aujourd'hui même une marque qui veut savoir quelle est sa présence, c'est pas évident finalement. Il y a pas mal de gens qui sont en train de chercher des solutions. Il y a des solutions qui naissent un peu comme des champignons partout sur le marché là-dessus, mais euh, on n'a pas, enfin il y a pas encore, il y a encore que le balbutiement de comprendre ça. C'est-à-dire que l'outil finalement Search Console ou, euh, ou n'existe pas vraiment quoi. Si toi tu voyais dans cette évolution quelque chose de nouveau qui doit être mis en place par un CMO, est-ce qu'il y a quelque chose qui te semble plus important ou nouveau finalement? Qu'est-ce que cette recherche conversationnelle implique dans le comportement ou la création de contenu, la gestion de contenu pour un CMO quoi? Oui, je dirais qu'il y a un problème pour pas mal de solutions sur le marché actuellement qui malheureusement ne reportent pas les activités euh, du référencement sur vos sites. Vous allez sur Google Search Console ou Bing Webmaster Tool, vous allez voir des nombres de clics, de nombres d'impressions, des requêtes, toutes ces choses-là. Malheureusement, ces solutions ne sont pas forcément disponibles sur les autres acteurs du marché. Pas mal de solutions AI il n'y a pas de solution. Ils n'offrent pas de solution pour savoir ce qui se passe sur leur site du point de vue référencement. Donc, je comprends le problème. On a moins ce problème à Bing parce qu'on affiche le nombre de clics, impressions et autres. Et donc, malheureusement, l'information est limitée sur l'ensemble des marchés. Et donc, il s'agit de la partie collection des données pour essayer de capturer les informations qui sont disponibles actuellement. Il y a certains sites qui permettent de savoir
qui vient sur le site, du point de vue, disons, ChatGPT, Inflection et autres, du point de vue qui c'est qui arrive sur le site. Et cette information qui est souvent limitée est toujours très utile pour comprendre ce qui se passe réellement du point de vue utilisateur. L'autre chose qui est vraiment, vraiment très, très importante, c'est, encore une fois, je ne parle pas du point de vue AI solutions et référencement et autres. Je parle réellement de ce qui se passe sur vos sites. Quand je dis comprendre l'utilisateur, c'est comprendre sa journée sur votre site. Encore une fois, ces moteurs, l'AI nous permet d'avoir des clics qui sont plus pertinents. La qualité du clic augmente beaucoup au cours des 2-3 dernières années. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes un site de commerce, il y a quelques années, mettons que 6% des utilisateurs allaient acheter vos produits qui arrivaient sur vos sites des moteurs de recherche. Ce qui se passe du point de vue visite actuellement, actuellement c'est peut-être 15%, 20%. Parce qu'encore une fois, la qualité du référencement, la qualité de ce que l'on lit sur les moteurs de recherche a augmenté. Et avec des solutions comme Copilot et autres, maybe c'est 40%, 60%, 70%. Et certains sites qui traquent ce qu'on appelle le funnel du clic de l'arrivée jusqu'au checkout, jusqu'au shopping basket et autres, voient ces noms magiques. Très peu de visites et énormément de transferts du point de vue qualité. Plus de valeur ajoutée sur des clics qui proviennent des solutions AI, que ce soit des solutions AI sur Search avec des réponses ou autres qui sont réellement très utiles pour les utilisateurs et qui, encore une fois, à la fois cannibalisent le clic et sont réellement magiques du point de vue qualité. Donc, il s'agit réellement de ne pas, si j'étais le CMO, ma priorité ma première priorité pour les équipes SEO ou les équipes analytiques, ça serait, je ne veux plus voir un metrics, des slides, des PPT, des PowerPoint et autres, qui juste liste le nombre de clics. Je veux voir de la conversion. Je veux voir qu'est-ce que ça me donne du point de vue revenu sur mes sites. C'est la chose qui est sans doute la plus importante du point de vue CMO actuellement. C'est réellement à la fois comprendre cette évolution technologique, comprendre que le monde évolue très vite et qu'il faut s'adapter du point de vue gestion du contenu, du point de vue adopter un Exno pour publier le contenu rapidement. Mais la chose réelle, c'est les données. Et les données vont, les clics sont peut-être en voie de diminution par session, mais seront des clics qui seront meilleurs. Donc, il s'agit réellement de comprendre ce que font les utilisateurs quand ils arrivent sur vos sites. Donc en fait, si je résume, ces nouveaux moteurs génératifs de réponse IA vont capturer une partie du trafic, capturer une partie des clics qui vont disparaître ou rester chez eux. Mais finalement, l'audience, quand une marque arrive à se positionner, à être mentionnée correctement dans son univers sémantique, elle va avoir un petit peu de trafic qui va arriver, un pourcentage peut-être beaucoup plus faible que ce qu'elle avait avant, mais qui va être très qualitatif et qui va avoir un taux de transformation important par rapport à son produit ou service à vendre. Absolument. C'est un peu ça que tu nous dis. Absolument. Et Si jamais, il y a certains je t'en sites, prie. il y a certains sites dans lesquels les gens vont devoir aller sur le site pour acheter un produit ou autre. Toutes les solutions AI ne vont pas proposer d'acheter le produit directement dans la solution AI. Donc, il y a certains sites qui vont faire du transfert dans lequel vous pouvez aller sur le site pour acheter un produit, pour s'enregistrer un événement, pour
recevoir une newsletter ou autre. Euh, et dans ce cas-là, oui, il faut maximiser les visites. Mais encore une fois, d'autres sites, ça sera plus du branding, ça sera plus de la visite, ça sera plus du, oui, du brand. Et dans ce cas-là, il s'agit de comprendre et de comprendre quelle est la valeur ajoutée. Vous faites de la publicité dans la rue avec des posters ou de la publicité sur AI, ça sera quasiment la même chose. Et donc, il s'agit de comprendre quelle est la valeur ajoutée euh, de ces affichages à droite et à gauche. Donc aujourd'hui, si je suis toujours bon CMO, mais que moi je suis un petit peu dans l'attente, je me dis bon bah ok, mais enfin tout ça c'est encore petit aujourd'hui, ça pèse que quelques petits pourcents sur mon trafic, et puis de toute façon on voit bien que ça va pas m'envoyer beaucoup de trafic. Donc au final, autant que j'attende un petit peu de voir ce qui se passe, parce que finalement je vais attendre de voir ce qui se passe. C'est la bonne action, ou est-ce que pour toi il y a une certaine urgence à agir parce qu'il y a des places qui sont en train de se jouer et que demain un contenu, une marque qui a réussi à se positionner dans ces moteurs de réponse, bah finalement ce sera plus dur de la déloger demain et de plus facile peut-être de ranker ou de prendre cette position aujourd'hui? Oui, c'est la deuxième, réellement. C'est-à-dire, D'accord. ça évolue. Donc en fait, il y a urgence, il faut y aller, quoi. Ouais, réellement, il faut y aller. Et encore une fois, le volume peut être très limité, mais la qualité de ce qui arrive est très très bonne en général. D'accord, Et donc, d'accord. c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si ça bouge pas, c'est que ça veut dire que vous ne bougez pas et vos concurrents D'accord. avancent. Et donc, oui, vous pouvez voir, oh, j'ai toujours pas du trafic de ce moteur de AI. Oui, parce que les autres, ils cannibalisent le Mmh. trafic. Ils ont tout volé. D'accord, Et donc, ce qui veut dire que d'accord. il s'agit pas de réagir. Réagir, ça sera peut-être trop tard, parce que les autres ont déjà développé euh, l'indexation rapide avec un Nextnode. Les autres ont peut-être des éditeurs qui sont augmentés par AI already, qui aura les trends et qui créent du contenu tous les jours. Et donc, il s'agit là, euh, vous avez une chance de récupérer ce trafic, mais ça va vous prendre du temps parce que les concurrents, ils avancent très rapidement. Donc oui, il s'agit réellement euh, de bouger, de comprendre ce qui se passe et au final de suivre souvent les recommandations des moteurs de recherche. D'accord. Alors, on arrive à la fin de cette interview. Je me suis amusé à poser en fait une question à ChatGPT et j'ai demandé à ChatGPT si elle avait une seule question à te poser, toi, Fabrice, qu'est-ce que ce serait comme question? Donc, je te lis tout simplement la formulation qui a été faite par ChatGPT là-dessus. Fabrice, si demain Bing devait être totalement repensé par une IA comme ChatGPT 5, quelle est la toute première chose que tu voudrais qu'elle garde de l'existant et quelle est la chose que tu changerais radicalement? Tu as que 2 balles dans ton fusil. Tu tires sur quoi? Euh, 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 je vais être réellement pas très. J'ai parlé de ça toute l'heure et je vais continuer à parler de ça. Euh, il s'agit de satisfaire les utilisateurs. Ça, c'est la chose. On est focalisé sur ça. Je travaille sur ça. C'est mon intérêt depuis 28 ans. Ça permet de changer le monde, les moteurs de recherche et les solutions AI. Ça permet de faire évoluer le monde pour satisfaire les personnes. Les personnes deviennent plus intelligentes en utilisant les moteurs de recherche et les solutions AI. C'est fantastique. Je désirais faire la recherche avant et d'être un professeur. C'est mon job, c'est mon job merveilleux. Donc, c'est la chose que je désire réellement pas changer, que on désire pas changer. Ça permet de faire évoluer le monde pour le meilleur. C'est la première chose que je désire. La, la deuxième chose qui est importante, c'est ça nous permet d'avancer extrêmement rapidement. Et donc, il s'agit à la fois de tester et les interfaces évoluent. On a fait des erreurs, on a testé. Mais actuellement, on est capable de tester encore plus, beaucoup plus rapidement. Donc, il s'agit d'itérer encore plus rapidement pour, encore une fois, permettre de satisfaire les besoins utilisateurs. Donc, ces deux dimensions
satisfaire les besoins utilisateurs et de tester pour y arriver sont vraiment très intéressantes toujours actuellement. Ok, merci. Une question qui nous emmène un petit peu plus dans le futur, dans la prospective. Euh, dans cette transformation du search, est-ce qu'il y a encore un nouveau virage sur lequel toi tu miserais quelque chose que globalement on n'a pas encore vu, qu'on peut pas voir parce que c'est en mode recherche, c'est peut-être une vision du futur que tu nous apportes, mais tu miserais sur quoi ou qu'est-ce qui va encore vraiment bouleverser le game dans les mois ou les années qui viennent? Euh, on y travaille. Déjà, J'imagine. ce qui réellement va, la next évolution, la prochaine évolution, c'est dans les semaines ou les mois à venir ou les années à venir. Par exemple, c'est Quantum Computer. Quantum Computer sur Search, ça va être une révolution parce que ça nous permet, sur certaines modélisations, de réellement passer du niveau, euh, je dirais, du niveau maternel au niveau université. Ça va être, D'accord. ça va être un breakthrough qui va être encore plus important que ce qu'a apporté LLM, mais simplement sur certaines parties du search, pas tout le search. Donc il y a des évolutions technologiques qui continuent. Les LLM deviennent de plus en plus magiques, meilleurs, on les utilise de plus en plus, mais c'est juste une des dimensions technologiques qui arrivent. Croyez-moi, sur Quantum Computer, on est pas mal avancé, et quand on y arrivera à faire du quantum sur des 150 bits, qubits, ça va réellement changer la donne. Et donc, on sera encore plus capable de satisfaire les besoins utilisateurs, et c'est ce qui m'intéresse. Ok, alors en conclusion, je vais essayer de faire une petite liste un peu de ce qu'il faut retenir de tout ça. On a euh, on a donc, pour prendre l'avantage finalement et faire émerger notre marque dans ces nouveaux paradigmes de moteurs de réponse IA, euh, il faut comprendre que les moteurs d'IA fonctionnent pas complètement comme des moteurs traditionnels, liés au conversationnel et au volume de données qu'ils traitent, mais qui s'appuient dessus pour la fraîcheur des informations. Euh, il faut être en capacité de se positionner dans des sources médias crédibles, sinon on risque de passer à côté du jeu. Avec ou sans lien, j'ai tendance à dire, mais c'est mieux s'il y a du lien. Euh, on a donc cette importance de ces mentions, médias deviennent finalement des assets, des actifs dans ce monde de GSO ou de GEO pour prendre une position. Et la fraîcheur ou la crédibilité prime versus le volume de publication, quoi. Toujours dans cet esprit de satisfaction utilisateur. Donc en gros, et ça c'est urgent, c'est-à-dire qu'on est déjà dans ce mode-là et que si on n'agit pas aujourd'hui, on va rater, enfin ce sera plus dur de cranter des positions demain. C'est un peu ça ou est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées et que tu aimerais compléter? Euh, Tu as bien couvert l'ensemble. Juste une Ok, sous-dimension, c'est cette ouais, freshness, ça permet de contrôler les LLM qui sont le passé. Quand vous avez des d'accord. sites web, c'est bien, mais ça va être capturé par l'LLM et c'est le passé. Donc il s'agit sur les moteurs de recherche, non seulement d'ajouter le nouveau contenu, mais aussi d'enlever l'ancien contenu. Exemple, si vous avez des blogs qui parlent du passé, de ce que vous avez fait fantastique l'an dernier, pour les LLM, ça sera la référence. Oh, c'est fantastique, ils ont fait ça. Mais ça va évoluer. Donc il s'agit, il y a une dimension sans doute nouvelle sur SEO et sur, c'est vraiment de d'effacer le contenu, de mettre uniquement du contenu qui permet de satisfaire les besoins utilisateurs et d'effacer ce qui est dans les LLM. Parce que les LLM, ça va lier sur des choses, ça va référencer des choses qui sont anciennes, parce que c'était le cas. Mais ça a évolué, et donc il s'agit de contrôler pas en effaçant le contenu des sites web de ce qui est passé, ce qui n'est plus valable actuellement ces jours-ci. Eh bien, merci beaucoup, Fabrice. Merci de cet échange.
je crois qu'on a compris, il faut se bouger, sinon on va pas exister. Mais merci encore d'avoir pris le temps de nous répondre, de l'avoir fait en français. Tu as beau être français, je crois que ton français a souffert des années américaines. Absolument. Mais merci beaucoup. Je pense que ceux qui ne parlent pas anglais auraient apprécié. Et quant à moi, mais je te remercie beaucoup au nom de GetFluence et puis de la communauté des gens qui nous suivent. Donc merci beaucoup. Merci bien. Merci pour cette session.